Un PDG d'origine noire avait décidé de se faire passer pour un candidat en quête d'emploi, afin de dévoiler les préjugés dissimulés au sein de sa propre société. Ce qu'il découvrit allait remettre en question toutes les notions d'équité en entreprise. L'horloge au mur émettait un tic-tac discret, marquant précisément 9 heures dans la salle d'attente du siège de Bright Edge à Seattle. Un homme dans la quarantaine ajusta sa cravate. Il s'appelait Malcolm Ross. Bien habillé et mesuré, il portait un portefeuille qui semblait renfermer des années d'expérience professionnelle. Toutefois, son calme apparent ne laissait pas deviner les réflexions qui l'envahissaient. Malcolm n'était pas un chercheur d'emploi comme les autres. Ce que personne dans l'entreprise ne savait, c'était qu'il était le PDG de Bright Edge, se déguisant ainsi pour évaluer les méthodes de recrutement de son propre groupe. Ayant entendu des rumeurs de discrimination lors du processus d'embauche, il avait décidé de vérifier par lui-même. L'entretien qui allait suivre serait différent, non seulement pour lui, mais aussi pour tous ceux impliqués. La porte de la salle d'entretien s'ouvrit. Une femme, vêtue d'un costume gris impeccable, se tenait sur le seuil, un presse-papier en main. Elle s'appelait Mademoiselle Richardson, responsable des recrutements. Son sourire était professionnel, mais dénué de chaleur. Elle fit signe à Malcolm d'entrer. « Monsieur Ross, c'est bien cela ?» demanda-t-elle d'un ton bref, tendant la main avant de regagner sa chaise. Son attitude était polie, mais manquait d'enthousiasme. Malcolm répondit avec courtoisie « Oui, merci de m'avoir reçu. » Il s'assit en face d'elle, posant son portefeuille sur la table avec soin. L'entretien débuta par des questions classiques sur son CV, ses expériences passées dans des rôles de direction, ainsi que sa gestion de projets complexes. Malcolm répondit avec assurance, illustrant ses propos par des exemples où il avait su revitaliser des entreprises en difficulté. Cependant, il remarqua quelque chose d'étrange. Les yeux de Mademoiselle Richardson brillaient d'un scepticisme palpable, et ses réponses devenaient de plus en plus laconiques. Lorsque la discussion s'orienta vers la partie technique, une tension s'installa. Le ton de Mademoiselle Richardson changea subtilement, et ses remarques prenaient une tournure passive-agressive, déguisée sous des commentaires légers. Impressionnant, mais je me demande si un tel niveau de leadership n'est pas un peu ambitieux pour quelqu'un avec votre expérience, dit-elle, en souriant de manière forcée. Malcolm marqua une pause avant de répondre, pesant ses mots. Je crois qu'un leadership fort se nourrit de diverses expériences et d'une capacité d'adaptation, des qualités que j'ai su démontrer au cours de ma carrière. Elle acquiesça, prenant des notes sur son presse-papier, mais sa question suivante dévia rapidement du sujet. Pensez-vous pouvoir vous intégrer dans notre culture ici? Elle est assez unique. Nous formons une équipe compétitive, rapide, avec des attentes très élevées de la part de nos clients. Malcolm saisit immédiatement l'implicite. Il sourit poliment, mais sentit clairement la nuance de la question. Ce qu'elle allait dire ensuite le marquerait encore davantage. Mademoiselle Richardson s'appuya sur sa chaise, faisant tourner son stylo entre ses doigts, et parla d'un ton détendu, peut-être trop détendu. « Vous avez un parcours intéressant, mais je ne suis pas certaine que cela corresponde à la direction que nous poursuivons au sein de l'entreprise. » Malcolm pencha la tête, intrigué. « Pourriez-vous préciser ce que vous entendez par là? Mon objectif est de contribuer positivement à l'équipe, quelle que soit l'approche adoptée. » Elle rit légèrement, un rire sans chaleur. Ce n'est pas tant une question de valeur, mais de synergie. Parfois, même les candidats les plus qualifiés ne s'intègrent pas parfaitement à notre vision. Ces mots suspendus pesaient lourdement, et Malcolm perçut clairement le parti pris derrière ses propos. Ce n'était pas une question de ses compétences, mais de lui-même, et elle le faisait comprendre sans détour. Elle ferma alors son dossier et, d'un geste désinvolte, lui annonça « Merci d'être venu, Monsieur Ross. Nous vous contacterons si nous souhaitons donner suite à votre candidature. » Ce rejet, bien qu'implicitement clair, ne poussa pas Malcolm à se lever immédiatement.
Il prit une inspiration profonde et se pencha légèrement en avant, croisant son regard. « Merci pour votre temps, mademoiselle Richardson », dit-il d'une voix assurée. « Je suis curieux. Si ce ne sont ni les qualifications, ni la vision qui compte, alors qu'est-ce qui fait la différence ?» Un instant, son masque se fissura. Son sourire s'éteignit. Ses yeux se détournèrent brièvement avant qu'elle ne se ressaisisse pour réaffirmer qu'il s'agissait de synergie. Elle insista, cette fois avec moins de tact, expliquant qu'il recherchait quelqu'un qui correspond au moule. Malcolm acquiesça lentement, un sourire discret sur les lèvres. « Je comprends. Merci pour cette précision. » Il se leva et boutonna sa veste. Elle lui tendit la main, mais leur poignée de main était timide et sans conviction. Alors qu'il se tournait pour sortir, il jeta un dernier coup d'œil. C'est toujours instructif de voir comment les entreprises définissent leurs critères, pensa-t-il en quittant la pièce. Ce n'est vraiment pas un critère de compétence. Bien que son esprit bouillonnait, il savait que l'entretien n'était pas encore terminé. Mademoiselle Richardson n'avait pas vu venir le vrai test. Malcolm se dirigea vers l'ascenseur, traversant les couloirs bordés de bureaux immaculés et d'employés affairés. Son visage restait impassible, mais en lui, une réflexion profonde se poursuivait. Il n'était pas surpris par l'attitude de mademoiselle Richardson. Après tout, il était venu pour ça. Au lieu de sortir, il prit un virage serré vers l'ascenseur. Les portes argentées reflétaient son expression calme, alors qu'il appuyait sur le bouton du dernier étage. L'ascenseur monta, et un sourire furtif traversa ses lèvres, tandis qu'il réajustait sa cravate. Lorsqu'il arriva au dernier étage, l'environnement respirait le pouvoir, avec des fenêtres panoramiques et un aménagement moderne. Son assistant, Anthony, un jeune homme vif au regard pénétrant, l'attendait. « Monsieur Ross, l'équipe vous attend dans la salle de réunion », dit-il avec un sourire complice. Malcolm hocha la tête. « Ne les faites pas patienter. » Il se dirigea rapidement vers la salle de réunion où la direction l'accueillit avec respect et formalité. Les membres de l'équipe se levèrent à son entrée, modifiant immédiatement leur attitude. Malcolm prit place à la tête de la table, posant son portefeuille devant lui avant de commencer la réunion. « J'aimerais partager une expérience récente que j'ai vécue lors de l'un de nos processus de recrutement, » commença Malcolm, sa voix calme mais déterminée. Un silence s'abattit sur la salle. Les dirigeants se lancèrent des regards curieux, ne sachant pas où cette discussion allait les mener. « Je viens de passer un entretien avec l'un de nos responsables des recrutements, » reprit-il. « Mademoiselle Richardson. » Un murmure parcourut la salle. Malcolm leva la main pour demander le silence. C'était, disons, révélateur. Je me suis présenté comme un candidat, apportant mes qualifications et mon expérience, et malgré le fait que j'ai largement dépassé les critères pour ce poste, j'ai été écarté, non pas à cause de mes compétences, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec le travail. L'atmosphère se fit plus pesante, chacun ressentant la portée de ses paroles. Plusieurs cadres se renfrognèrent sur leur siège, mal à l'aise. « J'ai entendu des rumeurs de préjugés dans nos pratiques de recrutement », continua Malcolm, son ton devenant plus incisif. « Mais les rumeurs ne suffisent pas. J'avais besoin de voir par moi-même. Et maintenant, je l'ai vu. » Anthony s'avança alors pour distribuer des copies des notes de Malcolm concernant l'entretien. Le silence se fit dans la salle, tandis que chaque dirigeant commençait à lire. « Ce qui est encore plus perturbant, » poursuivit Malcolm, « c'est que cela ne reflète pas seulement le jugement de mademoiselle Richardson. Cela reflète la culture que nous avons laissé s'installer dans cette entreprise. » Ces mots flottaient dans l'air, créant une attente palpable. Mais la confrontation ne faisait que commencer. Malcolm n'eut qu'à faire un léger mouvement pour plonger la pièce dans un silence absolu, à l'exception du bruit des pages qui se tournaient, tandis que les dirigeants scrutaient les détails du compte-rendu de l'entretien. Certains se tortillaient sur leur siège, les yeux rivés sur les documents,
cherchant à comprendre les allégations. D'autres étaient figés, visiblement choqués, comme si le contraste avec l'entreprise qu'ils pensaient connaître était trop grand pour le comprendre. Enfin, Howard Green, le directeur des opérations, un homme dans la cinquantaine, rompit le silence. « Malcolm, es-tu sûr qu'il s'agissait de préjugés? Mademoiselle Richardson travaille ici depuis plus de 10 ans. C'est l'une de nos managers les plus expérimentés. » Le regard de Malcolm demeura impassible. « Howard, j'ai bâti ma carrière en lisant entre les lignes. » Ces mots étaient choisis avec soin, son ton dédaigneux et son raisonnement d'une clarté ambiguë. Ne faisons pas semblant, ce n'est pas un cas isolé. Nous avons tous vu les schémas, qui est promu et qui est négligé. Howard ouvrit la bouche pour répondre, mais Malcolm leva la main, l'interrompant. « Il n'y a rien à débattre ici. C'est un signal d'alarme, et je ne suis pas là pour accuser une personne en particulier. Je suis ici pour rectifier ce qui ne va pas. » À ce moment précis, les portes de la salle de conférence s'ouvrirent, et mademoiselle Richardson entra, visiblement confuse et mal à l'aise. Elle n'avait aucune idée des raisons pour lesquelles elle avait été convoquée. À la vue de Malcolm assis à la tête de la table, son expression se durcit. « Mademoiselle Richardson, » commença Malcolm d'une voix calme mais ferme, « veuillez prendre place. » Elle hésita un instant, scrutant la pièce avant de s'installer. « Est-ce qu'il y a un problème ?» demanda-t-elle, son ton empreint de prudence. « Vous allez me le dire, » répondit Malcolm. « Ce matin, je vous ai interviewé pour un poste. Vous vous en souvenez ?» Son visage se figea un instant, avant qu'elle ne tente de sourire d'un air contraint. « Bien sûr, monsieur Ross, n'est-ce pas ?»« C'est exact, » confirma Malcolm. « Mais ce que vous ne saviez pas, c'est que je suis également Malcolm Ross, le PDG de cette entreprise. » Son visage se décomposa instantanément. La pièce sembla se rétrécir autour d'elle. Elle ouvrit la bouche pour répliquer, mais Malcolm prit de l'avance, ne lui laissant pas l'occasion de répondre. « J'aimerais que vous expliquiez à cette équipe comment votre jugement a mené à ce genre de situation, et ce que cela signifie pour l'ensemble d'entre nous. » Un silence de plomb s'abattit sur la salle. Mademoiselle Richardson, d'ordinaire si sûre d'elle, semblait maintenant déconcertée. Son regard passait d'un dirigeant à l'autre, cherchant un soutien qui ne venait pas. Elle inspira profondément, essayant de retrouver contenance. « Monsieur Ross, je ne savais pas. » Malcolm croisa les doigts devant lui et la fixa avec une patience qui la rendait encore plus nerveuse. « Justement, c'est là tout le problème, » répondit-il d'une voix calme mais ferme. « Vous n'avez pas jugé un candidat sur ses compétences, mais sur quelque chose qui n'a rien à voir avec son aptitude à occuper le poste. » Elle ouvrit la bouche, cherchant ses mots, mais il la devança. « Je n'attends pas d'excuses, mademoiselle Richardson. Ce que j'attends, c'est que nous reconnaissions que nous avons un problème et que nous prenions des mesures pour y remédier. » Il se tourna vers le reste des dirigeants. « Ce qui s'est passé ce matin est un symptôme d'un système qui laisse ses préjugés s'infiltrer dans nos décisions. Et si cela m'est arrivé à moi, alors combien d'autres candidats qualifiés avons-nous écartés pour de mauvaises raisons ?» Howard Green hocha lentement la tête, comprenant enfin la gravité de la situation. « Que proposes-tu, Malcolm ?» demanda-t-il avec sincérité. Malcolm posa ses mains à plat sur la table. « Premièrement, une révision complète de notre processus de recrutement. Chaque recruteur devra suivre une formation sur les biais inconscients et l'équité dans l'embauche. Deuxièmement, nous mettrons en place un audit interne pour examiner nos décisions de recrutement sur les dernières années. Je veux savoir combien de candidats ont été injustement rejetés. Et troisièmement, nous établirons un comité de diversité et d'inclusion, composé de membres de différents niveaux hiérarchiques, pour veiller à ce que notre culture d'entreprise reflète réellement nos valeurs. » Un murmure approbateur parcourut la pièce. Malcolm se tourna vers mademoiselle Richardson, dont le visage était livide. « Et pour vous, » reprit-il, « nous allons organiser une réunion avec les ressources humaines. »
Vos méthodes de recrutement seront examinées, et selon les conclusions, nous déciderons de la suite à donner à votre avenir au sein de cette entreprise. » Elle déglutit difficilement, sachant que ses jours chez Bright Edge étaient comptés. Malcolm se leva, mettant ainsi fin à la réunion. Cette entreprise peut faire mieux. Elle doit faire mieux. Et à partir d'aujourd'hui, elle fera mieux. Il se dirigea vers la porte, laissant derrière lui une salle pleine de dirigeants pensifs et une mademoiselle Richardson qui comprenait, trop tard, les conséquences de ses actes. Le changement était en marche. Dès son arrivée, il l'avait jugée, sans se douter qu'elle possédait les clés de tout l'Empire. Les portes automatiques s'étaient ouvertes, révélant un vaste hall orné de marbre et de colonnes imposantes. L'air était subtilement parfumé de bois poli et de fleurs fraîches. Une femme calme, dans la cinquantaine, était entrée, affichant une assurance tranquille. Son sac de créateur posé délicatement sur son bras, vêtue d'un blazer sur mesure et d'un pantalon assorti. Sa présence imposait une certaine gravité, tout en étant d'une grande élégance, et le hall semblait suspendu dans un silence respectueux. Des regards furtifs se tournaient vers elle avant de se détourner aussitôt. La réceptionniste, un jeune homme en uniforme impeccable, s'était redressé derrière son comptoir. Son sourire poli, mais un peu forcé. Un sourire qui ne parvenait pas à atteindre ses yeux. « Bienvenue à l'hôtel Chancellor », avait-il dit d'une voix trop formelle. « Avez-vous une réservation ?» Elle avait hoché la tête, sa voix calme. « Oui, sous Hélène Harhart. » Il avait jeté un regard furtif à son écran d'ordinateur, ses doigts hésitants sur le clavier. « Ah, Monsieur Hart !» avait-il dit après un instant, comme s'il était étonné qu'elle ait réservé dans leur établissement. Sa voix portait une petite note de surprise, comme si les mots qu'il prononçait n'avaient pas plus d'importance que ceux des autres. « Vraiment ?» avait répondu Hélène d'un ton serein. Elle avait glissé sa carte sur le comptoir, et le réceptionniste avait traité son enregistrement avec une précision excessive, ses yeux se déplaçant entre elle et l'écran, comme s'il cherchait à valider sa présence. Lorsqu'il lui avait tendu la carte clé, leurs doigts s'étaient effleurés brièvement et il avait sursauté, se reprenant avec un rire nerveux. « Profitez de votre séjour. » Hélène lui avait offert un sourire gracieux, implacable dans son équilibre, et s'était dirigée vers les ascenseurs. Mais alors qu'elle s'éloignait, elle sentait les regards curieux la suivre. À peine les portes de l'ascenseur s'étaient-elles fermées qu'un murmure s'était répandu parmi le personnel. Mais Hélène n'avait pas eu besoin d'entendre leurs propos pour savoir exactement de quoi il s'agissait. La suite d'Hélène était splendide, une vaste pièce aux fenêtres panoramiques donnant sur la ville. La décoration était raffinée, mêlant confort et art de manière harmonieuse. Mais alors qu'elle posait son sac sur le canapé en cuir, l'amertume de son interaction précédente persistait. Ce n'était pas la première fois, mais cela n'avait jamais cessé d'être frappant. Elle avait décidé de commander le service de chambre, décrochant le téléphone pour demander des lumières, un dîner et une théière. La voix au bout du fil était douce, mais il y avait une légère hésitation lorsqu'elle avait donné son numéro de chambre, comme pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'erreur dans le système. Quand son repas était arrivé, la serveuse, une jeune femme dans la vingtaine, avait hésité à la porte. Elle jetait un coup d'œil furtif à l'intérieur de la suite, ses yeux scrutant subtilement la pièce, comme si elle attendait de voir quelqu'un d'autre. Hélène l'avait remerciée avec un sourire aimable, mais la politesse du serveur ne parvenait pas à dissimuler son inconfort. Le matin suivant, Hélène s'était rendue dans le hall pour prendre un café. Le barista avait pris sa commande sans aucun problème, mais un groupe de clients à proximité ne se privait pas de la regarder ouvertement. Un homme en costume parfaitement coupé avait murmuré quelque chose à l'oreille de la femme à côté de lui, qui esquissait un léger sourire en coin. Hélène sentait la lourdeur de leur jugement tacite et tangible. Elle avait gardé la tête haute, ignorant les regards pesants, et était retournée dans sa suite. Dans l'après-midi,
elle était allée à la boutique de l'hôtel. Clark, le vendeur, l'avait accueillie avec un sourire crispé, la suivant à travers les rayons sous prétexte de lui apporter son aide. Hélène avait pris un foulard en soie, et Clark avait immédiatement précisé que c'était une pièce assez chère. Hélène s'était tournée vers lui, impassible. « Il est charmant, je vais le prendre. » Clark avait hésité, puis avait rapidement acquiescé, tâtonnant pour enregistrer l'achat. Elle lui avait tendu sa carte, sans un mot, ses gestes calculés et maîtrisés, malgré l'effet des micro-agressions. Hélène était venue ici pour se détendre, mais l'atmosphère n'en laissait guère l'opportunité. Plutôt que de laisser la négativité l'envahir, elle avait décidé qu'il était temps de confronter la situation. Le soir, Hélène s'était rendue au bureau du concierge, avançant calmement à travers un hall animé par des invités pressés et du personnel accaparé par les demandes. Mais à mesure qu'elle approchait, l'atmosphère changeait encore, une sorte d'onde se propageant à travers la pièce. Les regards se tournaient vers elle, puis vers le concierge, un homme plus âgé aux cheveux argentés, impeccablement coiffé et au sourire affiché. « Bonsoir, madame. En quoi puis-je vous être utile ?» Hélène l'avait fixé, sa voix calme mais assurée. « Je souhaiterais rencontrer le propriétaire de l'hôtel. » L'expression polie du concierge s'était brièvement fissurée. « Le propriétaire ?» avait-il répété, comme s'il n'en croyait pas ses oreilles. « Oui, » avait-elle répondu. « Je souhaite organiser une rencontre. » Le concierge avait hésité, jetant un regard furtif au responsable de la réception qui observait la scène avec une curiosité discrète. « Puis-je savoir de quoi il s'agit ?» avait-il demandé, toujours sur le ton de la courtoisie. Hélène avait incliné la tête légèrement, son visage impassible. « Je crois que cela mérite son attention. » Le directeur était alors intervenu, son allure empreinte d'autorité. « Y a-t-il un problème, madame ?» avait-il demandé, un soupçon de condescendance dans sa voix. « Pas du tout, » avait répondu Hélène d'une voix calme. « Je veux simplement rencontrer le propriétaire. » Le directeur avait échangé un regard rapide avec le concierge, une lueur d'amusement passant entre eux. « Je vois, » avait-il dit avec un sourire forcé. « Malheureusement, le propriétaire ne reçoit pas pour des réunions informelles. »« Ce n'est pas informel, » avait répliqué Hélène, sa voix toujours polie mais ferme. « Je suis prête à attendre. » Peu à peu, un petit groupe de membres du personnel s'était formé autour du hall, leur curiosité de plus en plus palpable. Le directeur, visiblement gêné, avait cédé d'un geste de tête. « Très bien, je vais voir ce que je peux faire. » Hélène l'avait remercié et était retournée dans sa suite. Alors que l'ascenseur se refermait, elle sentait encore les regards spéculatifs du personnel, sans savoir que cette rencontre serait loin d'être banale. Le lendemain matin, on lui annonçait que le propriétaire l'attendrait dans l'une des salles de conférence privées, près du hall. Elle y était arrivée tôt, ses pas assurés, son visage calme. Lorsqu'elle entra, une petite foule de membres du personnel se tenait discrètement à proximité, chuchotant entre eux, certains pensant qu'elle allait recevoir une éviction courtoise. Hélène s'assit avec élégance à une table, redressant son dos et joignant ses mains devant elle. Peu de temps après, le directeur général fit son entrée avec une attitude professionnelle, mais quelque peu distante, comme s'il se préparait à traiter une plainte sans importance. Il ferma la porte derrière lui et esquissa un sourire mécanique. « Monsieur Hart, » commença-t-il, « je comprends que vous souhaitiez rencontrer le propriétaire. Malheureusement, ils sont absents aujourd'hui. Toutefois, en tant que directeur général, je suis pleinement capable de répondre à toutes vos préoccupations. » Hélène le fixa un instant, laissant le silence s'étirer juste assez pour créer un malaise. D'une voix calme, elle répondit « Je crois que vous faites erreur. Je suis la propriétaire. » Le directeur cligna des yeux. Son sourire se figea, puis il répondit, surpris « Pardon ?» Hélène s'inclina légèrement en arrière, sa voix ferme. «
J'ai acquis cet hôtel il y a 1 an dans le cadre d'une initiative visant à promouvoir des espaces ouverts et inclusifs. Il semble évident que cette vision n'a pas été réalisée. » Les mots restèrent suspendus dans l'air. À l'extérieur de la salle de conférence, le personnel, silencieux, retint son souffle comme un seul homme. « J'ai observé des comportements inacceptables ici, » continua-t-elle, son regard implacable. « Les jugements discrets, l'arrogance, les micro-agressions, ce ne sont pas juste des erreurs de professionnalisme, ce sont des échecs moraux et ils ne correspondent pas aux standards que j'exige pour mes affaires. » Le directeur ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Son calme était désormais brisé. Hélène, debout, imposait une présence inattendue malgré sa stature moyenne. Sa voix, calme mais autoritaire, portait. « Cet hôtel a le potentiel d'être exceptionnel », affirma-t-elle. « Mais cela ne se concrétisera jamais si ceux qui en ont la charge ne traitent pas chaque client avec respect, peu importe leur origine, leur apparence ou leurs préjugés. » Elle se dirigea vers la porte, s'arrêtant un instant pour poser sa main sur la poignée. Elle tourna légèrement la tête vers le directeur, dont le visage trahissait une gêne évidente. « Demain matin à 9 h, il y aura une réunion du personnel. Je compte sur la présence de chacun. Les changements commencent maintenant. » Elle ouvrit la porte et les membres du personnel se dispersèrent, feignant de s'occuper. Hélène traversa le hall avec la même aisance discrète qu'à son arrivée, mais l'atmosphère avait changé. Les murmures avaient disparu, remplacés par un silence abasourdi. Mais Hélène n'avait pas encore terminé. Beaucoup restait à faire. Le lendemain, le personnel se retrouva dans la grande salle de bal, les visages oscillant entre nervosité et curiosité. Hélène se tenait devant eux, toujours aussi impeccable, dégageant ce calme qui déstabilisa tant de gens quelques jours plus tôt. Un grand écran derrière elle affichait le logo de l'hôtel, désormais porteur d'une nouvelle responsabilité. Sans préambule, elle débuta « Bonjour, je suis Hélène Haar, la propriétaire de l'hôtel Chancellor. J'ai choisi de rester discrète après l'achat de cet établissement afin d'observer son fonctionnement de manière naturelle. Ce que j'ai vu m'inquiète. » Le silence s'installa dans la pièce, tous les regards braqués sur elle. Le personnel, mal à l'aise, certains se penchant en avant, attendait la suite avec une attention maximale. « L'hospitalité n'est pas qu'une question de rentabilité, c'est un art, » expliqua-t-elle, sa voix stable mais pesante. Cela impliquait de s'assurer que chaque personne franchissant ses portes se sent appréciée et bien accueillie. Ce que j'ai observé, cependant, était une culture d'exclusion, quelque chose qui non seulement affectait la dignité de nos clients, mais allait à l'encontre des valeurs de notre établissement. Elle laissa ses paroles s'imprégner avant de reprendre, sans intention de culpabiliser, mais de provoquer un véritable changement. Un programme de formation intensif fut immédiatement mis en place, axé sur l'inclusion, le respect et les principes d'une hospitalité authentique. Tous les membres du personnel, sans exception, devaient y participer. Elle s'arrêta un instant pour observer la salle avant de poursuivre. J'ai aussi mis en place un système de rétroaction anonyme, accessible aux employés comme aux clients, afin de pouvoir répondre rapidement aux préoccupations sans crainte de représailles. Quelques regards furtifs se croisèrent parmi le personnel, et Hélène leva la main pour rétablir le silence. Si l'un de vous pense que cela est trop demandé, il peut choisir de partir. Mais s'il reste, il doit comprendre qu'il fait partie de quelque chose de plus grand qu'un simple hôtel de luxe. Il crée un lieu où chaque individu se sent chez lui, y compris vous, mes collaborateurs. Un changement imperceptible mais évident s'opéra dans la pièce. Certains acquiescèrent légèrement, d'autres se redressèrent, une lueur d'acception éclairant leur visage. « Et une dernière chose, » ajouta-t-elle, « je ne suis pas venue ici pour exiger la perfection, mais pour demander des efforts. La croissance n'est jamais linéaire, et des erreurs se produiront, mais ce qui compte, c'est l'engagement à s'améliorer. »
La réunion se conclut sur des applaudissements timides au départ, mais de plus en plus nourris à mesure que les paroles d'Hélène résonnaient. Elle quitta la salle avec le même calme, mais intérieurement, elle savait que ce moment marquait un tournant décisif dans l'histoire de l'hôtel. Une hôtesse de l'air gifle un milliardaire noir. 2 minutes plus tard, sa vengeance impitoyable. Marcus Kimston était assis en première classe, regardant par la fenêtre pendant que l'avion roulait sur la piste. Son jet privé était en maintenance, donc pour la première fois depuis des années, il effectuait un vol commercial. Pour la plupart des passagers, il semblait être juste un autre voyageur bien habillé, même si certains l'auraient peut-être reconnu dans les magazines The Business, où son empire technologique d'1 milliard de dollars faisait souvent la une des journaux. Un milliardaire noir autodidacte, Marcus était né de rien. Malgré sa vaste richesse, il avait appris que le monde traitait souvent les gens en fonction de la perception plutôt que des faits. Mais avant de plonger dans ce qui allait se passer ensuite, j'aimerais savoir, où êtes-vous à l'écoute aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous. La journée avait été longue de réunions et Marcus regardait en route pour un vol de retour tranquille vers New York. Le bourdonnement des moteurs de l'avion lui procurait une sensation de calme alors qu'il se détendait dans son siège, pensant à l'accord d'acquisition que sa société venait de finaliser. Il remarqua à peine l'hôtesse de l'air faire sa ronde jusqu'à ce qu'elle s'arrête à côté de lui. « Monsieur, veuillez mettre votre ceinture de sécurité. Nous nous préparons au décollage, » dit-elle brusquement, sa voix dénuée de la politesse habituelle de première classe. Marcus la regarda, remarquant son expression sévère. Il attrapa la ceinture et commença à l'attacher. Mais alors qu'il passait la boucle, l'hôtesse, le regard toujours aussi renfrogné, s'approcha davantage. Lisant son badge, il vit inscrit « Caroline ». Sans un mot, elle attrapa la ceinture et la serra plus fort, même si elle était déjà bien ajustée. Déstabilisé par sa manipulation agressive, Marcus resta calme, mais parla fermement. « Je l'ai, merci », dit-il en fermant les yeux. Les lèvres pincées, elle répliqua « Ne prends pas ce ton avec moi », dit-elle, la voix tremblante de colère. Marcus haussa un sourcil, les yeux brillants d'incompréhension. « Excusez-moi ? Tu m'as entendu. Nous ne tolérons pas l'impolitesse ici. Je me fiche de combien d'argent tu as, » lança-t-elle, dédaigneuse. Les passagers à proximité se redressèrent, observant l'interaction avec des yeux écarquillés. Marcus, bien que calme, sentait sa patience atteindre ses limites. « Je ne suis pas sûr de comprendre quel est ton problème, mais je te conseille de te calmer, » répondit-il d'un ton égal. Caroline, visiblement énervée, rétorqua « Les gens pensent toujours qu'ils peuvent nous parler comme ils veulent. Eh bien, pas dans mon avion. » Avant que Marcus puisse répondre, elle leva la main et le gifla au visage. Le bruit résonna dans la cabine. Un mélange d'incrédulité et de choc se répandit parmi les passagers. La tête de Marcus se tourna brusquement sur le côté, sa joue brûlante à cause du coup inattendu. Pendant un instant, la cabine sembla se figer. Les passagers restèrent immobiles, les yeux fixés sur lui, incapables de comprendre ce qui venait de se passer. Caroline, haletante de fureur, sembla momentanément satisfaite d'elle-même, comme si elle avait réprimandé un enfant mal élevé. Mais elle n'avait aucune idée de la personne qu'elle venait de frapper. Marcus tourna lentement la tête vers elle. Son visage restait calme, mais ses yeux étaient glacials. Il leva la main et toucha doucement sa joue, puis se leva lentement. La bravade de Caroline faiblit en le voyant se dresser devant elle. Toute sa stature imposante la dominait maintenant. « Tu as fait une erreur », dit Marcus d'une voix basse et dangereuse. Caroline croisa les bras, tentant de maintenir son autorité. « Tu dois t'asseoir avant que la sécurité ne vienne te sortir de cet avion. » Les lèvres de Marcus se retroussèrent en un sourire figé, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. « Tu vas regretter d'avoir posé la main sur moi. » Sans un autre mot, Marcus sortit calmement son téléphone de sa poche.
Son geste semblait presque trop détendu pour la situation, mais il ne contactait ni la police ni la sécurité. Sa vengeance serait bien plus précise et rapide. Il tapa quelques numéros, puis porta le téléphone à son oreille. « Michael, c'est Marcus, » dit-il calmement. « J'ai besoin que tu immobilises cet avion immédiatement. »« Non, ne pose pas de questions, fais-le. » Le visage de Caroline pâlit en comprenant ce qui était en train de se passer. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais Marcus l'interrompit d'un regard glacial. Quelques secondes plus tard, la voix du capitaine résonna dans l'interphone. « Mesdames et messieurs, ici votre capitaine. En raison de circonstances imprévues, nous retournons à la porte. Merci de rester assis, s'il vous plaît. » Les yeux de Caroline s'écarquillèrent d'horreur. « Qu'est-ce que vous venez de faire ?» murmura-t-elle en reculant. Marcus resta silencieux, son regard toujours fixé sur elle. Elle pouvait sentir le poids de son pouvoir, lourd et implacable, reposant sur elle. Elle l'avait humiliée, mais elle ne savait pas qu'elle venait d'insulter l'un des hommes les plus influents du pays. Quelques minutes plus tard, l'avion revenait à la porte d'embarquement. Le visage de Caroline était devenu livide. Marcus n'avait pas bougé, mais son téléphone vibra à nouveau. Il jeta un coup d'œil à l'écran et hocha la tête avant de le ranger. Le superviseur des agents de bord arriva rapidement, alerté par le retour soudain de l'avion. « Monsieur Kingston, » dit le superviseur d'une voix remplie de respect, « nous avons été informés de la situation. Veuillez accepter nos plus sincères excuses. » Il se tourna vers Caroline. Caroline descendait immédiatement de l'avion. La bouche de Caroline s'ouvrit, incrédule. « Quoi ? Non !» protesta-t-elle. « C'est trop tard. C'est un ordre », intervint le superviseur, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Humiliée et tremblante, Caroline rassembla ses affaires et marcha dans l'allée. Les regards désapprobateurs la brûlaient lorsqu'elle sortit de l'avion. Sa carrière venait de s'effondrer. Elle venait de perdre son emploi et il lui serait désormais difficile d'en trouver un autre dans l'industrie. La porte se ferma derrière elle. Marcus se rassit, toujours aussi calme. Les autres passagers le regardaient avec admiration, certains chuchotant entre eux, toujours pas sûrs de ce qui venait de se passer. Le capitaine revint rapidement à l'interphone. « Nous nous excusons pour le retard, mais nous allons décoller sous peu. Merci de votre compréhension. » Debout, le téléphone de Marcus sonna une dernière fois. Il baissa les yeux, en voyant un message de son assistant confirmant que le PDG de la compagnie aérienne avait personnellement renvoyé Caroline et organisé des excuses officielles. Accompagné d'un petit geste, Marcus avait écrasé sa carrière en un instant, un acte de précision impitoyable exécuté en quelques minutes. Mais alors que l'avion s'envolait dans les nuages, Marcus ne jubilait pas. Il regardait simplement par la fenêtre, son expression pensive. Pour un homme qui était passé de la pauvreté au statut de milliardaire, il avait affronté bien pire qu'une gifle. Il aurait pu gérer la situation tranquillement. Mais parfois, les gens avaient besoin de se rappeler que son succès n'était pas seulement une question d'argent ou de pouvoir. C'était aussi une question de respect. Il avait construit son empire avec du courage et de la brillance, mais certaines personnes ne voyaient que la couleur de sa peau. Les actions de Caroline rappelaient que, même en tant que milliardaire, la société le considérait souvent comme un inférieur. Il n'aimait pas faire échouer la carrière de quelqu'un, mais il savait que des gens comme elle prospéraient grâce à un pouvoir incontrôlé. Si elle pouvait traiter un homme riche et bien habillé comme lui avec un tel dédain, comment traiterait-elle ceux qui ne pouvaient pas riposter? Cette pensée alimenta sa décision d'agir rapidement. Il s'agissait d'envoyer un message, non seulement à elle, mais à tous ceux qui pensaient pouvoir s'en sortir avec ce genre de comportement. Alors que le vol se stabilisait, Marcus tourna son attention vers le service à bord. La nouvelle hôtesse de l'air s'approcha prudemment de son siège, son visage exprimant des excuses alors qu'elle plaçait une nouvelle tasse de café sur son plateau. «
« Monsieur Kingston, dit-elle doucement, au nom de la compagnie aérienne, je tiens à m'excuser personnellement pour ce qui s'est passé. Si nous pouvons faire quelque chose pour rendre votre vol plus confortable, veuillez nous le faire savoir. » Marcus hocha la tête, acceptant le geste sans grande fanfare. « Merci. Faites simplement votre travail, c'est suffisant. » L'hôtesse esquissa un sourire nerveux avant de repartir précipitamment. Marcus reprit ses pensées. Il fouilla dans sa mallette et en sortit une tablette pour examiner certains rapports. Mais le poids de l'incident de la matinée pesait encore sur lui. De l'autre côté de l'allée, un autre passager, un homme d'affaires blanc d'une cinquantaine d'années, se pencha légèrement vers lui, sa voix basse, mais curieuse. « Excusez-moi, monsieur. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ce qui s'est passé plus tôt. » Marcus leva les yeux et offrit un sourire poli. « Oui ?» L'homme hésita un instant, puis continua. « Je veux juste dire qu'il est temps que quelqu'un demande des comptes à ces gens. Vous avez géré ça avec plus de grâce que la plupart d'entre nous ne l'auraient fait. » Marcus haussa un sourcil. « Grâce ?» L'homme rit maladroitement. « Ce que je veux dire, c'est qu'elle pensait pouvoir s'en sortir. Vous savez comment c'est. » Marcus étudia l'homme un moment, reconnaissant la tentative maladroite de solidarité. Il était familier avec ce type d'attitude, celle qui voyait l'injustice, mais seulement à distance, sans jamais l'expérimenter directement. Marcus hocha lentement la tête, mais ne s'engagea pas davantage, laissant les mots de l'homme flotter dans l'air. « De toute façon, » ajouta l'homme, sentant que la conversation arrivait à sa fin, « je suis content que vous lui ayez tenu tête. » Marcus retourna simplement à sa tablette, son esprit concentré sur de plus grandes batailles à venir. Il y aurait toujours une Caroline quelque part dans le monde, sous-estimant lui ou d'autres comme lui. Mais il savait où résidait son véritable pouvoir, sa capacité à s'élever au-dessus des obstacles, à réussir malgré tout et à exiger le respect qu'il méritait, non seulement en tant que milliardaire, mais en tant qu'homme. Alors que l'avion survolait les nuages, Marcus s'installa pour le reste du vol, sachant que, dans le calme qui suivait cette rencontre, Caroline et d'autres comme elle ne l'oublieraient jamais. La leçon avait été apprise, le respect, tout comme le pouvoir, se gagnait. Et aujourd'hui, elle l'avait appris à ses dépens. Laissez un commentaire si vous avez apprécié cette histoire. Cela ne vous coûte rien et vous me ferez très plaisir. Merci, et j'attends avec impatience vos retours. Lors d'un vol apparemment ordinaire, un homme discret et tranquille se retrouvait au cœur d'une confrontation intense avec une hôtesse de l'air au tempérament bien trempé. Cependant, à mesure que les tensions montaient, une révélation choquante venait bouleverser la situation, laissant tous les passagers stupéfaits par la force inattendue du pardon. C'était une journée ensoleillée comme les autres à New York. Les voyageurs se mêlaient à la foule de l'aéroport, tirant leurs valises, vérifiant leurs billets et se pressant vers leurs portes d'embarquement. L'atmosphère était pleine d'énergie et d'impatience alors que les passagers se préparaient pour leur long voyage vers Londres. Cela ressemblait à une journée habituelle pour le personnel de l'aéroport et à un autre vol de routine. Mais pour un homme, ce vol allait marquer un tournant. M. Davis était confortablement installé dans la première classe de l'avion. Il était monté à bord tôt, choisissant un siège près de la fenêtre, savourant la vue alors que l'avion attendait sur la piste. Les agents de bord circulaient, aidant les passagers à s'installer. Certains discutaient avec enthousiasme de leur projet, tandis que d'autres étaient absorbés par leur téléphone ou les magazines. Mais M. Davis, un homme imposant d'une cinquantaine d'années, était resté calme, les mains posées sur ses genoux. Il portait un costume simple mais élégant, de bonne qualité, et ses chaussures brillaient. Il dégageait une aura particulière, une sorte de respect naturel, bien qu'il ne fasse aucun effort pour attirer l'attention. Il savait que la vraie force venait du calme. De l'autre côté de l'allée, un jeune garçon observait M. Davis avec curiosité, tirant sur la manche de sa mère. « Maman, qui est cet homme ?» demanda-t-il, émerveillé.
Calme-toi, chérie, répondit sa mère avec un sourire nerveux en direction de M. Davis. Elle n'en avait aucune idée, mais quelque chose en lui dégageait une aura particulière, comme s'il était quelqu'un d'important, quelqu'un à respecter. L'avion se préparait à décoller. Les passagers se bousculaient pour ranger leurs affaires dans les compartiments supérieurs et trouver leur place. Les hôtesses de l'air répétaient de s'asseoir et de boucler leur ceinture. Parmi elles, mademoiselle Martha, l'hôtesse en chef, était connue pour son attitude stricte. Elle travaillait avec la compagnie depuis des années et aimait que tout soit en ordre. Mademoiselle Martha, une femme grande et élancée, avait ses cheveux parfaitement tirés en arrière dans un chignon soigné. Son uniforme était impeccable et ses lèvres, serrées en une ligne fine, trahissaient son manque de patience pour les comportements déviants. Ses yeux perçants balayaient la cabine, s'arrêtant un instant sur M. Davis. Un éclair d'inconfort, voire de méfiance, brillait dans son regard. M. Davis remarqua son regard. Ce n'était pas la première fois qu'il ressentait ce type d'attitude. Au fil des années, il s'était habitué à être perçu différemment à cause de la couleur de sa peau. Cela ne l'affectait pas. Il se contenta de se tourner vers la fenêtre, observant les rayons du soleil projetant de longues ombres sur la piste. Mais mademoiselle Martha, incapable de détacher ses yeux, semblait s'attendre à ce qu'il pose problème. Ses regards revenaient sans cesse vers lui, comme si elle pensait qu'il n'avait pas sa place ici. M. Davis l'ignorait. Il savait que les jugements des autres ne le concernaient pas. Il n'était là que pour un vol d'affaires vers Londres, sans intention de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Pourtant, il était bien plus qu'un simple passager. Lorsque la porte de la cabine s'ouvrit, le capitaine Jacobs, un homme imposant aux cheveux grisonnants, entra. Son expression calme trahissait une légère inquiétude alors qu'il se dirigeait vers le centre de la cabine où l'agitation avait commencé. En apercevant M. Davis, son visage se figea, ses yeux s'écarquillèrent de surprise. « Monsieur Davis », murmura le capitaine, sous le choc. Il n'y avait pas de doute sur le respect et l'inquiétude dans sa voix. Il se dirigea rapidement vers M. Davis en saluant mademoiselle Martha, qui semblait toujours ignorer la gravité de la situation. « Martha », dit le capitaine d'une voix douce mais ferme. Elle cligna des yeux, confuse, avant de jeter un regard interrogatif vers lui. « Je dis, Martha », insista le capitaine, plus fermement, sans détacher son regard de M. Davis. La prise de conscience la frappa alors qu'elle reculait lentement, pâle et nerveuse. Le capitaine se tourna vers M. Davis, visiblement désolé. « Monsieur Davis, je suis vraiment désolé. Si j'avais su… » Sa voix se brisa un instant et il prit une profonde inspiration. « Cela sera réglé immédiatement. Vous avez ma parole. » Un silence lourd emplit la cabine alors que les passagers observaient la scène, maintenant plus impressionnés qu'étonnés. Ils ne comprenaient pas encore pourquoi il agissait ainsi, mais une forme de respect grandissait pour lui. Mademoiselle Martha, rouge de honte, murmura enfin, secouant la tête. « Je ne savais pas qui il était. Je suis désolé. » Mais le capitaine ignorait sa panique. Il était uniquement concentré sur M. Davis. « Monsieur Davis, encore une fois, je ne sais pas comment m'excuser, mais je vais personnellement m'assurer que tout soit arrangé rapidement, » promit-il. Les murmures se firent plus nombreux, certains passagers cherchant déjà à capturer ce moment avec leur téléphone. M. Davis, resté calme tout au long de l'incident, se tourna alors vers le capitaine. « Pas besoin d'en faire toute une histoire, capitaine. Ce n'est pas nécessaire que cela devienne un spectacle. » Il jeta un regard doux mais ferme vers mademoiselle Martha, dont le visage exprimait toute la honte qu'elle ressentait. « Mademoiselle Martha, nous faisons tous des erreurs. J'espère seulement que cette expérience vous apprendra quelque chose. » La tension était palpable. Tous attendaient sa réaction. Monsieur Davis allait-il demander des comptes? Renvoyer l'hôtesse? Mademoiselle Martha, tremblante, ne savait plus quoi dire.
et M. Davis la regarda sans colère, mais avec une profonde tristesse dans les yeux. Le capitaine, honteux, se tenait près de lui, tout comme les passagers qui se sentaient profondément perturbés par la scène. Finalement, après un moment de silence, M. Davis prit la parole. « Mademoiselle Martha, je vous pardonne. » Ces mots semblèrent suspendus dans l'air, comme si le temps s'était arrêté. La salle entière était en état de choc. Mademoiselle Martha baissa lentement ses mains de son visage, écarquillée par la révélation. « Je ne mérite pas votre pardon, » balbutia-t-elle. Monsieur Davis, d'une voix douce mais ferme, ajouta « Peut-être que ce moment vous aidera à comprendre. Nous avons tous des moments où nous devons nous remettre en question. » Les passagers, ébahis, observaient. Ils s'attendaient à de la colère, mais assistaient à un pardon. Le capitaine, ému, s'avança. « Monsieur Davis, vous nous apprenez tous une grande leçon. » Monsieur Davis fit un signe modeste de la tête. « Merci, capitaine, mais je suis juste un homme, comme n'importe qui d'autre. » Puis il se remit confortablement dans son siège, comme si rien d'exceptionnel ne venait de se produire. Mais pour les passagers, cet instant resterait gravé dans leur mémoire à jamais. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 12 h et à 16 h, tous les jours. Une directrice discriminatoire appelle la police sur une cliente noire, avant de regretter profondément lorsqu'elle découvre qu'elle est procureure. Imaginez la scène. Une femme noire, habillée avec élégance, entre dans une agence bancaire pour réaliser une opération parfaitement ordinaire, encaisser un chèque. En l'espace de quelques minutes, elle se retrouve entourée de policiers, traitée comme une criminelle et humiliée devant une foule de témoins. Ce qu'elle ignore, c'est que cette journée marquera un tournant majeur dans sa vie et mettra en lumière les pratiques discriminatoires systémiques d'une des plus grandes banques des États-Unis. Voici l'histoire de Rachel Adams, une procureure qui a su transformer un moment d'humiliation en une lutte pour la justice qui résonnera à l'échelle nationale. Rachel n'est pas une personne ordinaire. En tant que procureure, elle a consacré sa carrière à défendre la justice en mettant des criminels en prison et en protégeant les droits des citoyens. Sa réputation est irréprochable et son dévouement à la loi incontestable. Ce jeudi matin, après avoir remporté une affaire importante, elle reçoit un chèque substantiel dans le cadre d'un règlement judiciaire. C'est son droit, sa récompense. Mais ce qui aurait dû être une simple visite à la banque allait se transformer en un cauchemar, exposant les préjugés institutionnels les plus sombres. Si vous avez déjà été victime de discrimination ou si vous connaissez quelqu'un qui l'a été, vous comprendrez pourquoi cette histoire mérite d'être partagée. Et si vous vous demandez comment une situation apparemment simple peut dégénérer en une affaire de discrimination aussi grave, continuez à lire. Ce qui suit va vous choquer. Rachel entre à la Banque America à 13h45 pendant sa pause déjeuner. Vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable, avec un porte-documents en cuir et une assurance qui fait d'elle l'une des procureurs les plus respectées de la ville, elle attend patiemment son tour. En observant les autres clients, elle remarque que des cadres blancs encaissent des chèques bien plus élevés que le sien, sans qu'aucune question ne leur soit posée. Rien ne laisse présager que sa journée va soudainement changer. Lorsque son tour arrive, Rachel s'approche du guichet avec un sourire poli. Elle présente sa pièce d'identité, sa carte bancaire et son chèque. Le jeune employé, un homme d'à peine 25 ans, scrute les documents avec une expression qui se transforme rapidement en quelque chose de plus inquiétant. C'est alors que le premier signe d'un problème survient. Le caissier regarde une nouvelle fois le chèque, puis Rachel, puis le chèque, sans prononcer un mot. Il se lève, se dirige vers le bureau de la directrice. Rachel les observe discuter à travers la vitre,
avec des regards furtifs dans sa direction. D'autres employés se joignent à la conversation, chuchotant et la pointant discrètement. Un sentiment de malaise s'installe en elle. Elle reconnaît ce regard, cette suspicion injustifiée. Elle a déjà vu cela se produire à d'autres, mais jamais elle n'aurait imaginé être la cible de cette discrimination. Si vous aimez cette histoire et souhaitez savoir comment Rachel a affronté cette situation de discrimination, abonnez-vous à la chaîne. Ce qui va suivre ne changera pas seulement sa vie, mais aussi la manière dont l'une des plus grandes institutions bancaires américaines traite ses clients. Les minutes passent lentement et d'autres clients commencent à la fixer, probablement en se demandant pourquoi elle tarde autant. Rachel reste calme, mais son cœur bat plus vite. Elle sent que quelque chose cloche, et son intuition de procureur lui dit que cette situation est sur le point d'exploser. Finalement, après ce qui semble être une éternité, la directrice, Stephen Harper, sort de son bureau. Son visage arbore un sourire forcé, mais ses yeux trahissent une hostilité évidente. Elle se dirige vers le guichet où Rachel attend, accompagnée de 2 employés qui se placent stratégiquement derrière elle. « Madame, nous avons des préoccupations concernant ce chèque », commence-t-elle, en insistant sur le mot « préoccupation » d'une manière qui fait bouillir le sang de Rachel. « Pourriez-vous nous expliquer comment vous avez obtenu un chèque de ce montant ?» Rachel conserve son calme. Des années d'expérience au tribunal lui ont enseigné l'importance de garder son sang-froid. D'une voix ferme et professionnelle, elle répond « Ce chèque provient d'un règlement judiciaire. Je suis procureur et je viens de remporter un procès important. » Elle ouvre alors son porte-documents, sort sa carte professionnelle et une copie des documents du procès. Mais Stephen ne regarde même pas les papiers. Ses yeux restent fixés sur Rachel, comme s'il cherchait un signe de nervosité ou de culpabilité. « Je comprends, » dit-il, bien qu'il ne semble rien comprendre, « mais vous admettrez qu'un chèque de cette somme peut susciter des interrogations. Nous avons des protocoles de sécurité à respecter. » La banque est désormais pleine, et Rachel peut sentir les regards des autres clients. Certains font semblant de ne pas remarquer, tandis que d'autres observent de près, se demandant probablement quelle situation étrange elle traverse. L'humiliation commence à l'envahir, lourde et désagréable. « Monsieur Harper, » commence Rachel, en maîtrisant sa voix. « J'ai déjà fourni ma pièce d'identité, ma carte professionnelle et des documents supplémentaires. Je suis cliente fidèle de votre banque depuis plus de 10 ans. Que puis-je vous fournir de plus pour que ce chèque soit validé ?» Le directeur s'éclaircit la gorge, visiblement mal à l'aise face à l'éloquence et au professionnalisme de Rachel. Il avait probablement espéré une proie plus facile à intimider. « Madame, ce n'est pas aussi simple. Nous devons être absolument certains dans des cas comme celui-ci. »« Des cas comme celui-ci », répète Rachel, son ton devenant autoritaire, comme celui d'un procureur interrogeant un criminel. « Pouvez-vous m'expliquer en quoi ce cas est différent ?» Le silence qui suit est lourd de sens. D'autres employés échangent des regards nerveux, tandis que certains clients dans la file commencent à murmurer entre eux. Stephen Harper ajuste sa cravate, visiblement gêné. « Madame, si vous ne pouvez pas prouver l'origine de ce chèque à notre satisfaction, je serai contraint de prendre des mesures supplémentaires, » dit-il, sa voix se durcissant comme pour tenter de reprendre le contrôle de la situation. C'est à ce moment-là que Rachel remarque un détail qui accentue encore son malaise. Un homme blanc, quelques places derrière elle dans la file, vient de se faire servir par un autre caissier. Lui aussi encaisse un chèque de montant similaire, mais en quelques minutes, sans question, sans directrice, sans humiliation. « Monsieur Harper, » dit Rachel, sa voix chargée de toute l'expérience de la lutte contre l'injustice, « j'aimerais savoir pourquoi cet homme, elle désigne discrètement l'homme qui s'éloigne, vient de traiter un chèque de même montant sans passer par les protocoles de sécurité qui me sont appliqués. » Le directeur, pris de court, cherche une justification. Ses yeux passent rapidement de Rachel à la sortie, où l'autre client vient de sortir. Il semble sur le point de se rétracter,
mais son visage se durcit. Sans un mot, il se tourne et se dirige vers son téléphone. Rachel observe, stupéfaite, alors qu'il compose un numéro qu'elle reconnaît parfaitement. Même à quelques mètres, elle entend clairement ces paroles. « Oui, police, nous avons un problème ici, à la Bank of America. » Le temps semble se suspendre à cet instant. Rachel ressent une vague d'émotions. Colère, incrédulité, humiliation. Mais surtout, une détermination nouvelle qui se fait de plus en plus forte en elle. En tant que procureure, elle a été témoin de nombreuses discriminations, mais en faire personnellement l'expérience est une toute autre réalité. Elle sait que ce qui va suivre ne changera pas seulement sa journée, mais pourrait transformer la manière dont tant d'autres vivront des situations similaires. La tension est palpable dans la banque. Certains clients commencent à quitter discrètement, tandis que d'autres restent, leur téléphone déjà en position pour immortaliser la scène. Rachel, quant à elle, reste ferme, droite et prête à affronter ce qui se profile. Un combat bien plus important qu'un simple chèque non encaissé. Le bruit des sirènes déchire l'atmosphère pesante dans l'agence. 2 policiers entrent, mains près des étuis, scrutant la pièce jusqu'à repérer Rachel. Stephen Harper, le directeur, se précipite vers eux, pointant Rachel du doigt et leur parlant à voix basse. « Restez calme », dit Rachel, sa posture imposante, forgée par des années d'expérience en tribunal. « Madame, nous devons vous demander de nous accompagner », dit le premier policier, s'approchant prudemment, la main près de son arme, comme si Rachel était une menace. « Sur quelle base légale ?» demande Rachel, sa voix calme mais autoritaire. Les clients autour d'elle, les yeux rivés sur la scène, filment tout. « De quel crime me suspectez-vous » Le second policier, plus jeune et visiblement plus agité, avance d'un pas. « Madame, ne compliquez pas les choses. Nous avons reçu une plainte pour tentative de fraude. » Rachel l'interrompt d'une voix ferme, pleine de l'autorité qu'elle a acquise au fil des années. « Agent Thompson, » dit-elle, lisant le nom inscrit sur son uniforme. « Je suis la procureure Rachel Adams. Nous nous sommes déjà croisés lors de plusieurs audiences. Le silence qui suit est lourd. Le jeune policier pâlit visiblement en la reconnaissant. Il a témoigné dans plusieurs affaires qu'elle a dirigées. Le premier policier baisse immédiatement la main, éloignant son doigt de l'étui. Stephen Harper, qui observait la scène avec un sourire satisfait, semble désormais figé, comme s'il venait de voir un fantôme. « Docteur Adams », balbutie l'agent Thompson, « je ne vous avais pas reconnu. »« Il semblerait », réplique Rachel, gardant son calme. « Maintenant, j'aimerais que vous deux prêtiez une attention particulière à ce qui se passe ici. Ce que vous êtes en train de voir est un exemple flagrant de discrimination raciale. Monsieur Harper a non seulement refusé d'effectuer une transaction légitime, mais a aussi fait une fausse déclaration à la police, mettant ma vie en danger. » Les clients encore présents dans la banque commencent à murmurer entre eux, certains hochant la tête en signe de soutien. Une vieille dame près de la porte s'exclame « Je savais qu'il y avait quelque chose de louche dans tout ça. » Rachel continue, sa voix résonnant maintenant dans toute la banque. « En tant que procureur, j'ai vu des affaires similaires sur mon bureau. Des gens noirs criminalisés pour avoir simplement effectué des gestes quotidiens. La différence, c'est qu'aujourd'hui, vous avez choisi la mauvaise personne pour me discriminer. » Le directeur Harper, réalisant la gravité de la situation, tente de se défendre. « Docteur Adams, je crois qu'il y a eu un malentendu. » Rachel l'interrompt immédiatement. « Non, monsieur Harper, il n'y a pas eu de malentendu. Vous avez vu une femme noire avec un chèque d'un montant important et vous avez automatiquement présumé qu'il s'agissait d'une fraude. Vous avez ignoré ma pièce d'identité professionnelle, mes documents et mes antécédents en tant que cliente fidèle. Lorsque j'ai insisté sur mes droits, votre réponse a été d'appeler la police. » Les policiers, désormais visiblement déstabilisés, échangent des regards. L'agent Thompson, qui observe de plus en plus son collègue, prend un moment avant de se tourner vers lui. « Je pense qu'il est temps d'assumer les conséquences,
non? Rachel les fixe de son regard perçant, et l'agent acquiesce silencieusement. « Je vais contacter notre supérieur pour mettre fin à cette situation », annonce-t-il, bien que son ton ne masque pas la gêne qui l'envahit. Rachel, sans détourner son regard de Stephen Harper, lui adresse un dernier conseil. « Je vous conseille de rédiger vos excuses et de contacter immédiatement votre département juridique, Monsieur Harper. Vous pouvez être assuré qu'une plainte sera déposée. » La tension dans la banque atteint son comble. L'appel à la police n'a fait qu'envenimer les choses, et désormais Rachel est déterminée à faire face à l'injustice, non seulement pour elle-même, mais aussi pour toutes les victimes invisibles de cette discrimination systématique. Les policiers, qui hésitaient initialement à remettre en question l'autorité de leur supérieur, commencent à se rendre compte de la gravité de la situation. L'agent Thompson, mal à l'aise, baisse la tête et se retire pour appeler son supérieur. Rachel, elle, garde son calme et sa posture droite, sentant que chaque seconde de silence nourrit son message. Les regards des clients qui l'entourent sont lourds de sens. Certains sont choqués, d'autres nerveux. Mais une majorité commence à comprendre que cet incident a des implications bien plus profondes que ce qu'ils pensaient au départ. Peu après, le supérieur des policiers arrive sur les lieux. Après avoir écouté les différentes versions des événements, il ordonne immédiatement que Rachel soit laissée libre de toute suspicion. Une fois les policiers partis, Rachel sort de la banque sans un mot de plus, mais avec un sentiment discret de triomphe. Quant à Stephen Harper, il reste là, désemparé, son regard fuyant alors que les employés de la banque murmurent entre eux. La honte qui l'envahit est palpable. Rachel sait que cette histoire ne s'arrête pas là. Ce n'était que le début d'une lutte plus large, une lutte pour dénoncer et combattre la discrimination raciale. Dans sa tête, elle sent déjà les premières étapes d'un changement en marche. Ce moment, bien que difficile, représente une victoire importante, pour elle, pour les autres et pour la justice. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 12h et à 16h tous les jours.